Ok, on y reva, on y retourne. Donc je ne sais pas à quel moment vous avez arrêté de m'entendre. Donc si vous pouvez me faire un petit résumé là où on en était, ça m'arrangerait. Par exemple, est-ce que vous avez vu le moment où je lance l'interpréteur? Ok, très bien. Bon, bah, on va refaire un tour rapide. Dommage, vous avez arrêté le truc qui marche. Donc, l'instance de FromRaw. Alors, FromRaw, pour la faire courte, et au pire, ça sera sur YouTube, mais pour la faire courte, ce qu'il faut faire, c'est implémenter FromRaw qui doit renvoyer un raw parseur de votre type, en l'occurrence raw parseur de tag. Et pour ce faire, la doc indique que l'on peut procéder de la façon suivante. Réutiliser, combiner différents parseurs plus fondamentaux, notamment field, en utilisant la syntaxe applicative pour construire votre type à vous. Donc vous allez utiliser le constructeur de type, pardon, constructeur, et réutiliser différents parseurs plus fondamentaux pour chacun des champs de votre data type. C'est ce qui est fait ici, vous avez deux fields parseurs qui vous produisent respectivement une chaîne de caractères et un entier. Et même si la fonction est la même, l'implémentation sera différente parce que ces fonctions envoient un type paramétrique. Par inférence de type, le premier field sera un reparseur de string et le deuxième field sera un reparseur de int. Donc, ce qui vous permet de, au final, produire un reparseur de user en utilisant la syntaxe applicative. Donc, c'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait un parseur, un from JSON en reason, par exemple, et c'est la même syntaxe. Donc, une fois que vous avez l'habitude de cette syntaxe et que vous en avez une intuition, vous serez capable de réutiliser ça, pareil dans IO et même dans d'autres types. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre qu'on peut le faire aussi pour maybe et pour list, même si ça produit des résultats quelque peu contre-intuitifs au premier abord. Et donc on avait fini de produire quelque chose qui compile, et dans l'interpréteur, j'avais donc créé un nouveau pool, appelé list tags sur le pool, et ça m'avait renvoyé deux tags, ce qui correspond à ce que l'on a en base de données avec, en l'occurrence, deux tags pour la même vidéo. Alors, je ne me demande pas si vous suiviez, je vous demande où est-ce qu'on s'était arrêté. Parce que moi, je ne sais pas quand le stream s'arrête. Moi, je suis toujours live, hein. Je suis up and running. Ok, donc on y retourne. Donc là, c'était de la routine. Et ce qu'on pouvait se dire, c'était que maintenant que ça compile, on va peut-être pouvoir factoriser un petit peu ce code-là. Pour rendre ça plus précis, plus expressif, éviter de dupliquer du code, ce qui est mal, ça convient. Et profiter de ça pour aller plus vite à un résultat plus concret sur des fonctions somme toute assez classiques comme un select, et on va écrire un autre select juste en dessous. Donc je relance le compilateur en build permanent, et là ce qui m'intéresse c'est d'arriver à factoriser le code entre ces deux fonctions, list tags et list videos. Donc là le parallèle est assez direct, ce qui change dans l'expression principale c'est la première fonction à laquelle on délègue le cours du travail. Le reste ne change pas, en tout cas dans le code qui est écrit. La seule autre différence, c'est le type de retour ici qui doit correspondre au type de retour de notre expression globale. Et ce qu'on peut tenter de faire, c'est d'aller uniformiser déjà ici le code au caractère près. Donc si on rend ça paramétrique, est-ce que ceci marche? Bon, bah, mauvaise nouvelle, ça n'a pas marché au premier coup. Est-ce que ceci marche si j'utilise des crochets? Là, je suis mon naïf, hein. Des fois, j'ai pas envie de réfléchir ou de lire le message erreur.
cette fois, ça compile. Ok, donc là, on a du code qui est exactement le même. Et ce A là, j'aurais pu l'appeler autrement. Il n'est pas référencé ici, donc probablement qu'on peut extraire ça dans une fonction qui c'est de top niveau. Et si j'ai une fonction de top niveau, euh, elle est de fait factorisée. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là il m'engueule parce que handle error n'était pas typé explicitement. Ça, c'est un warning que je mets en strict, en strict pour en fait s'éviter. C'est pas strictement indispensable, hein, c'est pour ça que c'est un warning à la base, mais ça vous permet de ne pas avoir de surprise des fois. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais disons que c'est notamment pour les fonctions que vous exportez, vous avez envie que la signature soit présente, pour que la personne qui va relire ça ait un indice un peu plus précis. Pour une expression qui est une expression compagnon, on va dire, notre expression, il y a un contexte qui est beaucoup plus précis. Et ça, l'effort de navigation qu'on a entre dans- est limité, pardon, au corps de la fonction. Alors que quand vous avez une expression de haut niveau, son usage est potentiellement dans tout le fichier, dans tout le module, voire dans les modules qui dépendent de celui-ci. Donc il est plutôt de bon ton de spécifier la signature. Et là, on a un petit problème de collision sur le nom, ce qui est assez malheureux. Donc là, je vais faire de la contrefactorisation parce que je trouve qu'au final, ça n'apporte pas grand-chose ici. Pure du table de la liste 8, c'est une expression qui est tellement banale et qui n'apporte pas d'informations et qui est en même temps très précis sur ce qu'elle fait pour que ça ne vaille pas la peine de factoriser. Donc ça compile. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Donc si on arrive en fait à factoriser tout ça, on doit être pas mal. Donc comment on peut faire ça? Si on duplique ça dans une autre expression, on peut écrire quelque chose du genre catch select errors d'une fonction f. Et cette fonction f, c'est cette expression qu'on a ici. Là, je n'ai fait que renommer ceci en f, et j'ai nommé cette expression globale en catch select error pour indiquer ce qu'elle cherche à faire. Donc ici, pour l'utiliser ici, je vais me contenter de l'appeler sur cette expression-là, list tags unsafe de pool, qui est ce qui est spécifique à cette fonction-là. Est-ce que ça compile? Ça compile, mais avec toujours le warning sur le typage de cette expression-là. Et donc là, je vais me contenter de suivre les instructions de GHC, parce que la proposition de signature qu'il me fournit me convient, elle est suffisamment générale, et il n'y a pas de nom farfelu qu'il n'aurait pas été capable de simplifier. Donc là, il est tout à fait pertinent, donc je vais le suivre aveuglément. En fait, on verra qu'on va remettre handle SQL error et handle result error en expression compagnon de cette expression-là, je pense. Et donc là, on va faire la même chose ici. Catch select error de list vidéo plus. Ok, on a quelque chose qui compile. Alors les plus audacieux remarqueront ici qu'on peut procéder à de l'état réduction et transformer cette expression-là en supprimant le binding du paramètre pool. Donc on n'aura plus besoin de nommer pool, car ceci se réduit à la composition de deux fonctions. Et ça produit ceci. Donc c'est le sixième épisode, donc moi je commence à faire ce genre de choses maintenant parce qu'il faudrait bien quand même qu'on tire profit de l'expressivité du langage et qu'on ne s'en tienne pas à des expressions trop proches de ce que l'on connaît d'habitude. Ça c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment parce que, alors c'est pas toujours pertinent, hein, mais ça rend l'expression
plus courte, plus compacte. Et ça, notamment, ça indique, quand vous nommez pas le paramètre pool, par exemple, hein, ou peu importe le paramètre, quand vous n'associez pas le paramètre à un nom d'argument, vous exprimez de façon catégorique le fait que cette expression-là ne va pas agir sur le paramètre. Elle ne peut rien faire dessus parce qu'elle ne l'a pas nommé. Et donc, tout ce qui peut être fait sur le pool de connexion ici est à voir, à creuser dans le reste de l'expression. Donc ça, c'est intéressant parce que, bon, ici, l'expression est assez courte, mais si c'est quelque chose de plus riche, euh, ça vous permet de prendre des raccourcis et d'émettre un certain nombre d'hypothèses sur ce que peut faire la fonction. En tout cas, l'expression que l'on considère ici. Vous êtes capable de raisonner sur votre code par cela. Alors, pour gérer les erreurs SQL, il serait peut-être intéressant d'introduire un Either. Si tu veux en déléguer la gestion au-dessus. Pour l'instant, je vais me contenter de rien faire de spécial et considérer que quand il y a une erreur, le résultat est vide. Ce qui est parfaitement malhonnête, hein, mais c'est pour l'instant ce que je vais me contenter de faire. Il est très fréquent que le code qui sera capable de gérer l'erreur, même si ça consiste juste à loguer dans un fichier ou n'importe quoi de log, sera probablement fait ailleurs, parce que c'est quelque chose qui relève du paramétrage, y compris le fait de loguer. C'est quelque chose qui est spécifique à un contexte d'évaluation particulier. Quand vous êtes dans les tests, loguer pour les tests, c'est pas forcément intéressant. Vous voulez peut-être justement avoir la main sur l'erreur en question et la gérer de façon spécifique. Donc c'est des choses à considérer à chaque fois dans le contexte. Donc maintenant qu'on a ça, on va aller juste faire un petit tour rapide sur tous les cas où on fait un query et voir si on n'a pas oublié de factoriser ça une petite systématiquement. Donc on a une, deux, on n'a que deux requêtes select, donc on les a déjà factorisées. Et je vais juste remettre le code à côté pour la lecture et sortir ce code là utilitaire le plus bas possible parce que c'est pas des choses qui sont à lire en priorité quand vous parcourez le module de haut en bas, ce qui est probablement ce que vous faites naturellement si vous avez appris à lire en France par exemple. Ok. Ensuite, donc on va rapidement implémenter list tags pour vidéos. Là, la différence, c'est qu'on a un paramètre en plus vidéo. Donc on va créer une requête query avec un paramètre et faire une jointure SQL. Donc là, on va aller plus rapidement au résultat. Dans un premier temps, je nomme les paramètres. Donc je fais par parallèle. Hein. Là, je réfléchis pas encore. Hein. J'ai oublié le signe égal. J'ai fait une typo. Alors, on est toujours avec une ressource. On manipule sur une connexion. Et là, on a un paramètre en plus qui est la vidéo. Donc pour la vidéo, identifier la vidéo, c'est l'URL qui m'intéresse. Donc on va aller extraire l'URL de la vidéo. Donc la signature de ça, c'est exactement la même que la variante dite safe. Ici, c'est une vidéo, donc on peut faire du pattern matching, on peut utiliser l'accessor dans le data type, on peut faire des record wildcards, on a différentes options. Moi, je vais me contenter d'utiliser l'accessor, donc la fonction URL sur notre valeur vidéo. Donc pour avoir une URL, on va se contenter de faire URL de vidéo. Et la requête, excusez-moi,
La requête sera donc cette fois-ci select distinct. On ne veut toujours que le nom du tag. From tags. Where, donc c'est pas une voiture, c'est juste un where, en l'occurrence, une recognition. Where, et comment s'appelait déjà notre champ, notre colonne, notre TabSQL, c'était vidéo URL. Vidéo URL. Et donc pour faire un paramètre, on met un point d'interrogation. Alors, query n'existe pas parce que je ne l'ai probablement pas importé. Ok, ça copie pas, c'est normal. Donc là, j'y suis allé un petit peu rapidement et probablement que. Ah oui, alors ça c'est un peu embêtant ça. C'est que j'ai une collision de noms entre les fonctions du module principal et ce que j'ai écrit moi. Je vais renommer vite fait pour pas avoir ça. Alors ça devrait poser moins de problèmes. Ouais, c'est pas convaincant ça. Alors, maintenant on va lire le message d'erreur. Donc int 102. Couldn't match chaîne de caractères with query. Ok. Et ensuite, donc là, c'est qu'il est, il est un petit peu confus. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc on va aller lire la doc. Plutôt d'essayer d'improviser, ce qui est toujours une bonne chose. Je pense qu'on sera tous convaincus. Donc query, ce qu'elle fait, c'est que ah oui, donc en fait, j'ai pas passé les arguments dans le bon ordre. C'est la requête et ensuite le paramètre de requête. Si c'est que ça, on va s'en sortir. Alors, et donc là, il n'est pas content. Alors là, ça va être un petit peu subtil comme problème à comprendre ce qui se passe, parce qu'on peut se dire, mais j'ai passé mon URL, je suis content. Et là, il nous dit qu'on n'a pas d'instance de toField sur le caractère. Euh, donc là, c'est un peu particulier. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon assez systématique dans toutes les bibliothèques qui vous permettent de passer des paramètres typés de taille arbitraire. Par exemple, les paramètres d'une requête SQL ou dans un formateur, dans un printf par exemple, vous pourriez avoir 1, 2, 3, 4 paramètres ou une liste de valeurs. Et cette volatilité des types, cette imprécision fait que la liste a un seul élément, enfin, quand vous avez un seul paramètre qui est une liste, il y a potentiellement une ambiguïté, parce qu'il ne saurait pas faire la différence entre un seul paramètre et une liste. Donc pour résoudre ce cas de figure, et c'est ce qui se passe ici en fait, URL, qui est une string, string c'est une liste de caractères. Et donc là, il pense que je lui passe un tableau de caractères, ce qui est vrai. Mais pas un tableau de caractères au sens n caractères, parce qu'il y a n paramètres dans ma fonction. Non, non, un tableau de caractères parce que c'est un seul paramètre. Donc là, pour faire cela, il faut envelopper notre liste, notre string, dans un constructeur particulier qui s'appelle only et qui vous permet de représenter ce cas où vous avez qu'un seul paramètre, quel que soit son aspect. Et donc là, on le retrouve ici. C'est que dans les instances de toRow, vous avez le tuple vide, parfaitement inintéressant, mais bon, il faut bien l'avoir. toRow pour une liste de A, qui impose que le A soit une instance de toField. Donc on retrouve ce qu'on avait ici, on avait notre chaîne de caractères, et donc là, il nous dit qu'il n'y a pas d'instance de toField sur car. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand on a un champ qui est aussi un toField, et chaîne de caractères, elle, est un toField, ça correspond à différents types en SQL, par exemple varchar ou texte. À ce moment-là, on est capable de serialiser comme un seul paramètre. Donc là, on va aller utiliser only. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est quelque chose d'assez récurrent. Donc là, il ne connaît pas only parce que je ne l'ai pas importé. C'est le genre de cas de figure où les messages d'erreur sont des fois. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Sont des fois un petit peu surprenants. Et il faut des fois
enfin, c'est mieux de comprendre ce qui se passe en détail pour arriver à s'en sortir. Ce qui est euh, pas évident quand on débute. On a parlé des côtés positifs du Haskell. Ça sera un côté négatif. C'est que, comme je répète assez souvent, la première marche la première marche sur Haskell est assez haute, plus haute que la moyenne. Par contre, une fois que vous avez passé cette marche, vous avez un certain plateau et vous êtes très vite capable de réutiliser une très grande variété de bibliothèques disponibles sur Hackage et de comprendre les exemples de code qui vont avec assez facilement. Il n'y a pas beaucoup plus à apprendre derrière pour être autonome et écrire du code qui, entre guillemets, fonctionne. Ok, donc ça compile. Donc là, on est plutôt content. Donc maintenant, on va tester. Donc on va aller ouvrir notre interpréteur. Donc, hop, je me crée un pool de connexion et on va aller lister. On va lister les vidéos, on va un peu tricher. On va lister les vidéos et on va aller prendre les tags qui correspondent, parce qu'il faut bien une vidéo pour en paramètre de la requête. Donc on va les stocker. Et on va dire par exemple, example vidéo. On va prendre la première. Donc là, on a une vidéo avec cette URL là, et on va essayer de lister les tags pour cette vidéo. Donc on passe le pool toujours, et on va ensuite passer la vidéo d'exemple. Donc là, c'est cool, ça fonctionne. Essayons avec notre vidéo. Success. Pouce vert. Essayons avec notre vidéo pour voir que ce truc-là n'est pas complètement... ne fait pas la requête dans le vide, parce que si ça se trouve, ça fait juste la liste de tous les tags. Donc si on prend une autre vidéo, par exemple la seconde, tac, 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 on va faire comme ça. Donc cette fois-ci, c'est l'épisode numéro 3, avant c'était l'épisode numéro 4. Et si on recherche les tags de la vidéo numéro 3, bon, cette fois on obtient une liste vide. Donc ça n'a pas l'air de tourner dans le vide, donc on va considérer que ça fonctionne. Pas très strict, hein. Évidemment on écrirait des tests si on voulait faire les choses bien, naturellement. À noter, petit aparté, que pour écrire des tests là-dessus, comment on s'y prendrait? Une façon de faire, c'est si vous êtes capable de créer une base de données, en tout cas vous avez une base de données qui contient ce schéma-là, hein. Vous pouvez écrire des tests qui ressemblent plus à des tests d'intégration. Bon, c'est un peu discutable, hein, comme la dissection est toujours assez arbitraire, mais peu importe. Vous pouvez faire des tests qui vont faire réellement les requêtes SQL, et vous construire un scénario qui consiste à dire je crée de façon aléatoire avec QuickCheck, par exemple, un ensemble de vidéos, je les insère, et arbitrairement, pour la première vidéo, je vais insérer des tags, eux-mêmes random, et m'assurer, par exemple, que la fonction qu'on vient d'écrire ne renvoie les tags que pour la première vidéo. Que la fonction list videos renvoie bien toutes les vidéos qu'on a créées. Ainsi de suite. Donc on peut écrire des tests comme ça. C'est des tests un peu plus haut niveau que les simples tests unitaires, parce que vous allez dépendre de deux fonctions que vous cherchez à tester pour vous assurer que ça fonctionne. Donc vous n'avez pas la garantie stricte. Enfin, c'est plus difficile de prouver que chacune des fonctions se comporte correctement. Cependant, si on se place d'un point de vue use case global, ça peut être largement suffisant. Et c'est une solution qui est assez élégante. Et avec les générateurs de valeurs de QuickCheck, c'est quelque chose qui est complètement vraiment, enfin, comment dire, qui vous évite les tests qui sont auto-réalisateurs, les tests où bon, on a arbitrairement fait des valeurs parce que nous sommes humains et qu'on manque d'imagination quand il s'agit d'écrire des tests, on tombe dans des cas qui marchent forcément et qui ne sont pas intéressants.
Si vous mettez un petit peu de random dans vos tests, ça vous peut produire un résultat qui est un peu plus pertinent. Je trouve insidieux le fait de renvoyer un résultat vide quand il y a une erreur. Oui, j'entends ta remarque. On va se contenter pour l'instant parce qu'on se contente de faire un petit site web qui va pas afficher un message d'erreur et qui va renvoyer rien au pire. C'est pas très grave. On va se contenter. Ok, donc je vous avais parlé d'un peu de web. Ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser dans un premier temps la fonction liste vidéo, ce qui fait partie de celle que l'on expose dans ce module-là, comme fonction. En fait, on va l'exposer dans une requête dans du JSON par exemple, ou dans du HTML, même on peut faire un peu de templating côté serveur, pour afficher cette petite liste sous forme de HTML. Donc on avait écrit du code servante pour faire du client d'API, grosso modo l'API Twitch tout début, épisode 1 et 2 et peut-être 3 si je me souviens bien. Cette fois on va écrire du code serveur d'API, donc on va fournir un serveur web. Pour toute chose, je vais indexer ce qu'on a fait là pour que ça soit moins pénible à la fin de l'épisode. Donc quelles sont les modifs qu'on a faites rapidement? Toucher à des imports, on a là touché à des petites choses, ça saute pas aux yeux de voir ce qu'on a fait, donc on va juste regarder en différence Word pour voir si c'est pas plus limité. Donc là on a fait un renommage, donc ça ne nous intéresse pas. Là on a extrait du code dans une fonction tierce que l'on regardera qui est tout à la fin. Et ensuite on a rajouté une instance de FrameRow sur ce type là parce que on s'est mis à le consommer en sortie de requête select. Et on a implémenté les fonctions qui étaient undefined la semaine dernière. Donc on a fini le travail. Tout ça a une bonne tête. Ok, est-ce qu'on est clean? On est clean. Donc on va pouvoir se mettre à faire du web. Nous y voilà. Donc le SQL c'est bien rigolo, mais pas très visuel. Hein. À moins qu'on soit féru d'un interpréteur ou de PSQL, ça présente un intérêt limité. Donc on va faire des interfaces web pour faire des jolis screenshots et les mettre sur Twitter. C'est pour ça qu'on fait du développement, n'est-ce pas? Donc on va aller créer un nouveau module. Mettons serveur, soit original, serveur.hs, dont le job sera exposer un serveur. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop exactement ce que ça va être. Ce serveur, ça sera très probablement une fonction de I/O, et comme je ne sais pas ce que ça peut faire, comment ça marche, on va dire que ça envoie du peu vide et que ça ne prend pas de paramètres. Donc comme ça, c'est du code qu'on peut appeler dans le main et que l'on pourra utiliser comme entry point d'un programme qui se chargera d'écouter sur un port de HTTP et par exemple sur le port 80 443 sur Internet. Et ce serveur, il sera fait en utilisant servante. Hop. Donc on y va. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à implémenter une API, donc une API au sens très 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 large, mais plus des routes HTTP en l'occurrence. Hein. Donc on va plus appeler ça le serveur. Renvoyer du HTML sur des pages type index.html, c'est pas strictement une API, mais bon, dans la pratique, vis-à-vis de servante, pour lui ça change pas grand-chose, tant que c'est du code qui est écrit en Haskell. Si vous voulez servir des fichiers, ce qui est une autre chose, vous pouvez le faire aussi, et c'est pas directement servante qui s'en occupe. Donc par exemple, on peut dire que sur le fichier index.html, pour l'instant on va être vraiment classique, on va répondre au verbe get et renvoyer. Alors quand on fait des API, on renvoie du JSON, mais cette fois on va envoyer du HTML. Et alors là, le HTML, comment on fait? Donc là, c'est
Euh, on va devoir faire un petit détour avant d'arriver à quelque chose qui fonctionne. Parce que là, j'ai un doute sur exactement quels sont les types qu'il faut utiliser dans cette signature-là. J'ai un doute aussi de comment on nomme certaines choses. Et ce détour, on va le faire en allant regarder une bibliothèque qui s'appelle Blaze, et plus particulièrement Blaze HTML. Donc Blaze HTML, c'est une bibliothèque qui vous permettra de produire du HTML en Haskell. Donc on va pas faire du templating à base de ce qu'on pourrait faire en Nunjux par exemple, ou en Moustache ou autre. On va aller écrire notre HTML directement dans du code source Haskell qui compile. Et Blaze, eh ben, c'est une bibliothèque de combinators, c'est-à-dire de fonctions que l'on va agglomérer pour produire un data type plus complexe. Et en l'occurrence, celle-ci, la variante spécialisée dans le HTML. Donc, cette bibliothèque-là, elle utilise des routines fournies par Blaze Markup. Et sa particularité, en l'occurrence ici, c'est de fournir un certain nombre de tous les helpers des éléments HTML que vous connaissez, avec quelques petites contraintes. Donc, par exemple, ça vous assure que vous mettez du texte dans tous les éléments qui en attendent. Pour une image, bah, ça ne vous propose pas de mettre du texte, ce genre de choses. Donc ça vous supporte dans une certaine mesure les règles, le standard HTML, même si ce standard est assez souple, donc ceci est dans une certaine limite, hein. On va pas avoir quelque chose de très précis. Donc allons-y. Comment ça marche? Comment ça marche tout ça? On va retourner. C'est pas ça que je veux faire, chaque fois je me trompe. Euh, En fait, Blaze, ce module-là, lui, comme vous avez pu constater, ben, il propose pas grand-chose. Il a pas l'air de faire beaucoup de trucs. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un choix entre HTML4, HTML5, différentes variantes de HTML4. Est-ce qu'on fait du XHTML, etc., etc. Donc, on va être un peu moderne, on va faire du HTML5. Et quand on ouvre la doc du module HTML5, là, on a un peu plus de choses. Si on regarde attentivement la scroll bar à droite, elle est beaucoup plus petite. Donc par exemple, ça vous fournit les routines de haut niveau doctype et doctype HTML. Vous avez tous les éléments que vous connaissez. Un exemple, si vous voulez faire un lien en Blaze, eh bien, il faut exprimer le fait que le A contient un autre HTML. A est une fonction qui prend un HTML, qui renvoie un HTML. Et dans ce cas particulier, ce HTML contenu dans le A, dans le lien, est un span. Et ce span est en fait une chaîne de caractères. Donc c'est ça le principe, hein, c'est d'aller présenter cet arbre, qui est l'arbre du HTML, en forme d'arbre, mais dans un type compilé. Donc on va avoir une approche, on va essayer d'avoir une approche assez intuitive, assez naïve. Et on va commencer par faire une fonction qui va être la structure générale de notre document. Donc, si on l'appelle page, donc cette page c'est un HTML. On va aller construire en utilisant le module text.blaze HTML5. Pour l'instant on oublie servante, hein, on le met de côté, on n'a pas besoin. Et cette page, je ne sais pas exactement ce qu'on va écrire. Déjà on va s'assurer que les imports sont tous là, que les dépendances sont toutes là, et qu'on peut commencer un petit peu à jouer avec. Donc là il lui manque la dépendance, comme d'habitude. Donc on peut aller la rajouter. Donc il est plutôt sympa, il nous indique ce qu'on peut mettre, hein. Donc on va se contenter de la version sans version, parce que je rappelle qu'on utilise le stack qui vous qui gère cette notion de résolveur et donc un petit peu d'ensemble cohérent de dépendance, comme vous auriez dans une distribution Linux sur vos paquets. Et là, c'est un peu le même principe, vous avez un ensemble cohérent de dépendance au niveau des bibliothèques. Et donc, quand on dit Blaze HTML sans préciser la version, le résolveur va se charger d'aller prendre celle qui correspond à la version que l'on a choisie au niveau global, de votre projet en tout cas.
Ok, donc là, cette fois-ci, ça compile avec un seul warning qui est que cette fonction page n'est pas utilisée. Donc, juste pour avancer pour l'instant, je vais la réexporter elle aussi, comme ça le compilateur va nous lâcher un peu les baskets. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? En fait, ce qu'on cherche à faire dans cette page, c'est d'afficher une liste de vidéos. Donc une liste de vidéos, elle sera, on ira la chercher en faisant cette requête SQL en appelant la routine que l'on a écrite il y a une semaine, hein. Pour l'instant, on oublie ça, on considère qu'on nous donne une liste de vidéos et on va essayer d'afficher du HTML. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans HTML? On va aller le taper dans un buffer à côté. Ce qu'on pourrait vouloir obtenir, c'est quelque chose comme ceci. Alors par exemple, une petite liste Ah! C'est pénible de taper du HTML à la main, hein. Ça fait longtemps que je fais plus ça, moi, hein. Donc pour toutes les vidéos, on va itérer et produire autant d'éléments de type LI que l'on a de vidéos. Et on va se contenter déjà d'afficher le nom le titre de la vidéo. Donc à des fins de pseudo-sémantique et pour s'y retrouver plus tard, on va déjà pour faire le parallèle entre cet exemple et le markup que l'on va écrire, on va juste faire quelque chose comme ceci pour un petit peu exprimer quelle est la structure que l'on obtient. Et pour que ce soit un peu plus parlant, on va faire quelque chose comme ça. Hop. Évidemment, très vite, on va faire un lien vers la vidéo. On pourrait aussi produire le petit HTML qui fait un embed de la vidéo, etc. etc. Donc, bon. Une fois qu'on a fait ça une fois, on va pouvoir factoriser très facilement. Et un peu comme vous le feriez dans des composants en web avec peu importe le framework, hein, que ce soit du React, du Vue, des web components, du polymère, peu importe. Là, on va factoriser, mais on va factoriser simplement par des fonctions. On va extraire des fonctions comme vous le feriez dans la factorisation de code serveur, tout à fait naturellement. Donc vous ne serez pas surpris de voir ce qu'on va faire. Comment on fait du HTML avec Blaze? Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire un HTML. Alors là, évidemment, HTML, c'est l'angoisse parce que c'est la recherche CTRL F dans Firefox n'est pas caisse sensitive. Mais si je vous dis qu'il y a une fonction HTML, vous ne serez pas surpris. Donc la voici. Et elle se charge de wrapper un ensemble d'un HTML fils. De la même façon, vous avez quelque chose qui est body, qui fait la même chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est que dans ce body, on ait un UL. Et là, on va devoir lister tous les LI pour autant de vidéos que l'on a ici. En commençant par une valeur creuse, on va dire qu'on a un span qui, par exemple, a du texte. Alors là, ça commence à être un poil plus subtil. Comment on fait tout ça? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors évidemment, span, c'est l'exemple dans tous les exemples que l'on a dans cette page-là. Donc là, pareil, la recherche est un peu laborieuse. Et bien, span, il n'y a pas spécialement de subtilité, hein. Vous allez noter que si vous voulez mettre du texte directement, le texte, il faut que l'on passe un HTML. Donc, il faut convertir une chaîne de caractères en HTML. Et c'est ce que fait cette fonction toHTML. Donc si on HTML ce que c'est que HTML, on pourra remarquer au passage que toHTML est fourni ici. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça accepte un type A et ça produira un HTML. Et ce type A, qu'est-ce qu'il est? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il instancie cette type class toMarkup. Donc là, c'est encore une fonction une type class de conversion. Et toMarkup, il faut espérer qu'il y ait quelque chose qui nous convienne. Et toMarkup, il existe une instance de toMarkup pour la chaîne de caractères, pour texte, etc., etc.
Donc là, on va pouvoir, c'est pour ça que ça fonctionne quand vous faites tout HTML d'un littéral. Là, il va utiliser l'instance de string pour convertir en HTML. Donc si on fait ceci, on devrait arriver très vite à quelque chose qui correspond au caractère près, modulo les espaces, évidemment, tous les whitespace, à quelque chose qui est ce qu'on a produit ici. Alors là, il y a un certain nombre de choses qui se passent, hein. Déjà, il y a une collision sur span. C'est parce que span, c'est une fonction de l'ellipse standard dans le prélude. Ça, c'est quelque chose d'assez malheureux. Donc plusieurs approches. Soit vous écrivez un alias sur votre module pour pouvoir, le cas échéant, qualifier l'import sans avoir à retaper tout le nom qualifié. C'est un raccourci pour l'import qualifié. Une autre approche, c'est de masquer span depuis le prélude. Ça, c'est possible. C'est quelque chose à considérer avec beaucoup de méfiance parce que faire ceci, c'est prendre un petit peu par surprise le lecteur qui ne sera pas attentif aux imports. Masquer des choses du prélude, c'est un petit peu mentir sur ce que l'on considère comme étant la base. Donc c'est à faire avec précaution. Ce qui manque aussi, c'est le type vidéo qu'il ne connaît pas. Ça c'est bien normal parce qu'en fait on n'a pas importé le paquet database qui doit notamment exporter le type vidéo. Ok, donc là on a progressé, mais on a encore des erreurs. Il faudrait que là, faut commencer à se poser des questions parce que les erreurs sont un peu plus agressives. Donc on va essayer de simplifier le problème. Si je mets tout ça en commentaire, qu'est-ce qui se passe? J'étais un petit peu optimiste, j'ai écrit du code un peu plus agressif. Alors là, il se passe que ça compile. Donc cette expression-là et de facto les autres sont justes a priori. Donc là, ça compile pas parce qu'en fait, on va se rendre compte ici, si on décommande tout ça, là on s'est un petit peu emballé, on s'est mis à écrire des choses dans un langage naturel, sauf qu'il faut quand même respecter la syntaxe en Haskell. Et cette expression-là, eh bien, c'est pas une expression. Là, on veut agglomérer deux expressions. Et c'est dommage parce que c'est bien ce qu'on veut faire. Notre UL, il a plusieurs LI. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la do notation, notamment, c'est pas la seule option, mais c'est ça qu'on va retenir ici pour des questions de lecture plus naturelle, en fait, on va profiter du fait que HTML est aussi une monade. Et donc, en fait, on est capable de construire un HTML à partir de deux HTML en les agglomérant, parce que c'est une monade via le do, ou parce que c'est un monoïde, mais là, je n'entrerai pas dans les détails. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est qu'avec une syntaxe qui est assez déclarative et qui ressemble assez à ce qu'on peut faire dans d'autres langages, dans d'autres frameworks, et avec ce qu'on a écrit ici, on obtient un petit peu la structure hiérarchique de votre DOM HTML. Donc bien évidemment, ça c'est pas satisfaisant parce que ce qu'on a fait ici, ça ne tient pas compte des vidéos que l'on a passées ici, hein. On le constate parce qu'on n'a même pas nommé le paramètre. Donc il va falloir faire un effort supplémentaire pour générer cette liste de vidéos. Donc on peut oublier cet exemple pour l'instant, on n'a plus grand chose à faire. Et là, cette fois, ce qu'il faut faire, c'est s'étaler, remplacer tout ça, tout ce bloc-là par un bloc qui tient compte des vidéos, qu'on va nommer, et rendre ceci dépendant de la valeur contenue par chacune des vidéos, en l'occurrence ce titre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Là, en gros, on doit parcourir cette liste de vidéos. Cette liste de vidéos. Donc on doit mapper, mapper, ça dépend d'où vous venez, si vous êtes plus à l'aise avec l'un ou les autres, dites-vous que c'est la même chose. Sur toutes ces vidéos, on doit appliquer ça, cette expression-là, sur chacune des vidéos. Et tenir compte de chacune des valeurs particulières pour faire quelque chose de subtilement différent. Ce qui sera commun dans tous les cas, c'est ce que l'on fait ici. Ce qui sera variable, ce sera cette chaîne de caractères. Donc on va avoir une fonction, à un moment donné, on va écrire une fonction qui va vous
générer un item. On va appeler ça item, list item. Soyons plus exhaustifs. List item. Et on aura un list item pour chacune des vidéos. Donc on va écrire une fonction qui, pour une vidéo donnée, vous produit un HTML. Donc là, on est toujours dans la monade HTML. Hein. Pour l'instant, on ne produit pas de la vidéo, mais en gros, ça correspond à ça. Donc si on se contente de reprendre ceci, on pourrait ici appeler list item sur une vidéo. Donc là, j'en ai pas de vidéo, il faut qu'on parcourt la liste. Donc si j'applique ma fonction list item avec map ou fmap sur toutes mes vidéos, je devrais avoir quelque chose qui est encore une fois pas encore juste, mais qui est déjà un peu plus proche du résultat qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Alors si on fait ça, ça ne compile pas. Pourquoi? Parce que malheureusement le fmap, le functor, a pour caractéristique de conserver la structure. Conserver cette information caractéristique du type que l'on utilise ici. Et ce type-là, c'est la liste. Et donc quand vous appliquez map ou fmap sur une liste, vous obtenez en sortie une liste de même taille. Donc vous obtenez toujours une liste. Et c'est pas exactement ce qu'on veut, parce que là on veut un HTML. Donc on veut agglomérer tous ces HTML les uns avec les autres. Donc là il y a deux options. Soit vous allez faire cette agglomération avec l'instance de monoïde sur le markup, à savoir le fait que soit deux HTML, vous pouvez les joindre entre eux, les concaténer. Ce qui est classique dans une structure de données de type arbre, hein, c'est quelque chose de tout à fait classique. Vous pouvez les agglomérer entre eux, construire un arbre en accrochant deux branches, deux rameaux entre eux, ça fait un rameau plus grand. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait du HTML. Hein. On va aller accrocher deux éléments de DOM entre eux et produire un DOM plus grand. L'autre approche, c'est de profiter du fait que c'est monoïdal pour utiliser non pas fmap, mais utiliser la variante monadique mapm, qui elle, et là on va aller lire la doc, fait ce qu'on veut, modulo peut-être un petit truc. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut utiliser la variante qui ne tient pas compte du type de retour. Donc là je vous ai peut-être perdu, ce serait compréhensible, et je m'en excuse par avance. On va aller regarder ce que c'est que ce mapm. Donc le voici. Oui, c'est pas le bon celui-là. C'est pas le bon. Celui non plus. Je vais le trouver. Voilà, le voilà. Mapm, c'est quoi? C'est une fonction qui prend en argument une fonction de A vers M de B. M étant une monade. A et B n'étant pas spécifiés. Que l'on applique à T de A. Qu'est-ce que c'était? C'est un foldable. Donc retenez une liste par exemple. Liste est un très bon foldable. Mais c'est une variante qui est ultra générique, donc qui s'applique à toutes les collections, grosso modo. Quelque chose qui est capable d'être fold, c'est-à-dire sur lequel on peut appliquer une opération qui va la réduire à un élément caractéristique en sortie. Et les listes en sont un exemple. Et qui vous produira un M du tuple vide. Et il s'avère que ce M du tuple, il s'avère que la HTML c'est une monade du tuple vide. Donc là, bon, vous ne serez peut-être pas convaincu et je pense que retrouver ça tout seul, c'est pas forcément évident. Ça fait partie des choses qu'il faut apprendre. Mapm, on le voit souvent passer quand on fait de l'IO. Mais il s'avère qu'on peut aussi utiliser quand on fait d'autres monades, comme par exemple la monade markup de Blaze. Ok, donc là on a du code. Ce qui manque, c'est de consommer ce type vidéo, parce que tant qu'on n'utilise pas l'URL, ça ne sert à peu près à rien. Donc là, on va aller le nommer et lire le titre. Donc comment s'appelle déjà le type, l'attribut sur notre type à nous? Le titre s'appelle juste simplement title. Donc on va aller appliquer title sur la vidéo pour obtenir un texte, cette fois et pas une chaîne de caractères. Mais je rappelle que texte a une instance de toMarkup,
Donc tout HTML s'applique, enfin de tout HTML, pardon. Si, de tout markup, c'est bien ça. Donc tout HTML ça pourra être appliqué sur cette chaîne de caractères, sur ce texte. Et là, il n'est pas content. Et là, il n'est pas content parce que malheureusement pour nous, title eh bien, est à la fois défini dans Blaze HTML 5, parce que le titre d'un document HTML, bah, c'est la balise title, et dans notre record à nous. Donc là, on est bien triste. Donc on va faire comme pour l'autre, on va qualifier l'import. C'est pas complètement un petit peu décevant, mais ça arrive. Et là, il est déçu. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas importé j'ai importé que le type et pas toute la signature. Ok. Ok, donc là maintenant on a un warning, ce qui est un petit peu différent. Et ce warning, il est ligne 23. Il nous dit que vidéo, et alors voilà, c'est pareil, vidéo est définie aussi dans HTML5. C'est la richesse du module HTML5. Donc on a une petite collision, donc on va, de façon un peu flemmarde, on va nommer vidéo en V. Certains me jugeront pour ça et je leur voudrais pas. On pourrait s'épargner ce genre de problème aussi en limitant les imports sur HTML5. Tout à fait acceptable. Et c'est probablement la meilleure solution à cette petite difficulté. Ok, donc là on a quelque chose qui compile. Et on va aller un petit peu jouer avec ça dans l'interpréteur maintenant. Pour s'assurer que ce qu'on écrit sert à peu près à quelque chose. Hein, parce que sinon c'est du temps perdu. C'est parti. Donc on va construire, on va toujours récupérer des vidéos. Donc on va rouvrir notre connexion, notre base de données. Et on va prendre liste vidéos sur le pool. On les stocke dans un bind. Et on va dire que notre vidéo d'exemple, ce sera la première de ces vidéos, dans un premier temps. Ah mais non, je suis bête, on a besoin d'une collection de vidéos. Donc on va très bien, on est content, on a une liste de vidéos. Et on va essayer d'appeler cette fonction page sur toutes nos vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il se passe que l'interpréteur GHCI n'est pas content parce que pour vous afficher quelque chose, il a besoin que le type en sortie de la fonction soit capable de s'afficher avec la type class show. Donc vous n'avez pas un toString pour tous les types en Haskell. Hein. Si vous n'avez pas implémenté show, vous n'avez pas la capacité de l'afficher dans une console. C'est quelque chose qui peut être un petit peu déroutant au premier abord, mais qui est en fait tout à fait compréhensible. Donc en fait ce qu'on va faire c'est plutôt d'essayer d'afficher ce type HTML. On va voir ce qu'on peut faire pour produire du HTML, pour produire quelque chose d'affichable. Quelque chose qui serait consommé par le navigateur. Et si on retourne à la racine du projet, alors c'est pas là, toujours pas, non plus. Si on retourne à la racine du projet, l'index, on a des différents renderers. Donc on va prendre la version Pretty. Donc on va aller importer ça dans notre interpréteur GHCI. Et cette fois-ci, au lieu de simplement chercher à l'afficher, on va faire du rendu, une étape intermédiaire de rendu. Ok, là c'est parfaitement incompréhensible parce qu'il fait un print, mais si on affiche avec les retours shell correctement affichés, on obtient ceci. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on cherchait à faire. Hein. Et si on regarde dans notre éditeur de texte préféré, et qu'on compare ceci à cela, bon, si on met de côté le nombre d'espaces qu'il utilise pour l'indentation et les retours à la ligne que l'on n'a pas mis dans notre exemple,
bien quelque chose qui est somme toute assez proche, hein. Je pense qu'on pourrait dire que c'est même la même chose. Voilà, bon, je vous fais for the sake of argument, hein, mais en pratique, c'est à peu près ça. La seule différence qui manque, c'est qu'on n'a pas mis cet attribut class title. Donc on va aller rajouter ça. Et une fois qu'on aura ça, on sera satisfait pour ce soir, je pense. Ok, donc ce qui manque ici, c'est un peu de code là-dedans pour construire sur le span, rajouter sur le span des attributs. Comment on fait pour rajouter des attributs en HTML avec Blaze? Alors avant ça, je vais juste répondre à une petite question rapide. Du coup, tu pourrais utiliser fmap et l'opérateur applicatif, enfin la syntaxe applicative, à la place du do pour agréger les LI. Alors la syntaxe applicative, non. Cependant, d'autres syntaxes, c'est sans doute possible, il faudrait que je réfléchisse à ça. Mais ça relève plus du golf qu'autre chose, hein, parce que je pense pas que ça soit bien bénéfique. Ce qu'il y a, c'est que la syntaxe applicative, donc qui est celle-ci, hein, je rappelle, hein, pour ceux qui auraient pas ça en tête, hein, eh bien, elle fonctionne que si vous avez, si vous êtes capable d'énumérer les éléments là, que vous utilisez au milieu, hein. Donc, ces choses-là, il faut les expliciter. Donc, après, il est possible d'en faire une approche générique, et donc d'appliquer par exemple cet opérateur-là qui est une fonction en fold, hein, par exemple. Mais en fait, il s'avère que ce que tu cherches à faire, ce n'est ni plus ni moins que de concaténer les éléments. Et donc en fait, l'alternative à retenir, au-delà du mapm, c'est utiliser cette fois l'aspect monoïdal d'un HTML, donc cette capacité que deux HTML ont à s'agréger pour fournir un HTML, qui est encore une fois cet agglomérat de deux branches, de deux arbres pour produire un arbre plus grand. On pourrait du coup cette fois, au lieu de faire un mapm, c'est mapper list item sur les vidéos, donc produire une liste de HTML et concaténer avec mconcat tous ces éléments. Et ça devrait produire quelque chose de similaire. Donc si on compare, on devrait... oui, pardon, je ne vais pas utiliser fmap, je vais utiliser... Ah oui, oui. Voilà. Ça compile. Et donc si là on refait toute notre petite danse pour charger toutes ces valeurs-là. Voilà. Et que l'on... est-ce que j'ai besoin d'importer le renderer? Probablement, oui, oui, il me le faut. Et si je fais ceci, voilà, donc là j'ai obtenu la même chose avec deux expressions différentes. Laquelle est la mieux? C'est plus une question d'habitude qu'autre chose, hein. C'est strictement équivalent. Voilà, les deux sont possibles. Donc ça, c'est à vous de voir, avec ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Au début, moi j'ai tendance à privilégier mapm, et puis avec le temps, à chaque fois que je peux réduire une expression à des contraintes plus générales, j'en profite. Et l'aspect monoïdal du HTML est moins contraignant que l'aspect monadique, en quelque sorte. C'est moins exigeant, c'est quelque chose que l'on retrouve sur beaucoup plus de types. Beaucoup plus de types sont capables d'être un monoïde que d'être une monade. Et donc, si on privilégie une syntaxe qui est un peu plus lâche, on obtiendra quelque chose de, je pense, un peu plus intéressant pour la maintenance. Donc on va faire ceci et conserver la version monoïdale. Pardon. Donc on en était à vouloir rajouter des attributs. Comment on fait pour rajouter des attributs? Décidément. Eh bien, on va aller voir dans le module Attributes, qu'on va avoir besoin d'importer. Et Attributes, lui, il introduit une syntaxe qui est celle-ci. Donc là, vous avez un exemple où, pour un div, qui est cette fois quelque chose issu de HTML5,
vous avez la possibilité, avant de lui passer le HTML sous-jacent, de rajouter un attribut et de répéter cette opération-là plusieurs fois avec l'opérateur défini ici, en l'occurrence, hein, c'est pas quelque chose du langage, qui est l'opérateur bang en l'occurrence, mais peu importe. Et c'est associatif, donc vous pouvez enchaîner l'opération plusieurs fois si vous avez plusieurs attributs. Donc ça va vous produire une syntaxe qui ressemble à peu près à ceci. J'anticipe un peu les collisions et j'en profite juste pour nommer aussi cet import-là au cas où on a des ambiguïtés. Donc sur le span, ce qu'on cherchait à faire, c'était donc de rajouter un attribut class sur title. Pardon, class égale title sur le span. Donc avant de lui passer le contenu, on va lui passer un nouvel attribut qui est class et qui aura pour valeur title. Alors malheureusement, class est un mot réservé du langage, donc qui est utilisé pour définir une type class. Donc là, class tout seul, contre-exemple, on va devoir utiliser un alias et ils ont choisi de mettre un underscore à la fin. Soit. Est-ce que ça compile? Ça ne compile pas. Pourquoi ça ne compile pas? Eh bien parce qu'il attendait en attribut de cette fonction class underscore un attribut de value et non pas une chaîne de caractères. Et donc là, pour faire un attribut value, comment on fait? Un attribut value, toujours le même exercice quand on regarde la doc, qu'on voit un data type, on cherche les constructeurs, on cherche les instances et éventuellement des fonctions en support. Et là, on n'a pas de constructeur, donc on n'est pas capable nous-mêmes de construire des valeurs pour ce type-là. Et donc on va devoir se contenter des instances de type class. Et il s'avère qu'il y a une instance de isString. Et isString, c'est ce qui vous permet d'avoir l'extension de langage overloaded strings, qu'on commence à connaître à force, hein, et qui permet de faire cette conversion implicite entre des expressions littérales avec des guillemets et un type à choisir selon le contexte. Donc on va rajouter l'extension de langage. Voilà. Et ça devrait se mettre à compiler. Yeah, compile. Donc là essayons de voir ce que ça donne. Créer en pool. J'utilise la vidéo. Et je fais le rendu. Et voilà, j'obtiens mon class title. Et donc nous y voilà, nous avons un template HTML simpliste qui vous permet, pour une liste de vidéos, d'afficher ceci. Alors évidemment, si votre liste est vide, le résultat n'est pas convaincant, donc on va supporter le cas où la liste est vide. Donc là on a deux options, soit ici on met un if la taille, if la liste est nulle, vide. La fonction nulle c'est quand une liste est vide, hein, c'est pas le nul que vous connaissez ailleurs, c'est une fonction tout à fait banale. Moi ce que je préfère c'est plutôt, encore une fois, profiter du pattern matching et d'avoir différentes implémentations d'une même page, d'une même fonction. Et pour le faire, on va essayer de le faire au moment où c'est pertinent, donc à la place de ce if ici. Et donc en fait, on va faire une liste d'items, liste vidéos, qui prend les vidéos, et elle va se charger de ça. Donc ça, c'est la démarche classique de factoriser, extraire du code, hein, que tout c'est du code, hein. On n'est pas dans le type de template, on n'est pas en train de faire de l'inclusion de template, on fait de la factorisation de fonctions et on réutilise les fonctions. Donc c'est pas des choses compliquées, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas d'expression magique, il n'y a pas de syntaxe particulière, c'est du SQL tout basique, hein. Et donc ça, ce qu'on vient d'extraire, ce n'est vrai que quand la liste n'est pas vide. Et pour couvrir le cas où la liste est vide, on va faire une variante avec la valeur vide. Et cette fois, on va afficher autre chose. Qu'est-ce qu'on peut afficher? Bon, on peut afficher un bout de paragraphe qui va nous dire que faire quelque chose comme ceci.
Donc est-ce que ça compile encore ça? Là, ça ne compile pas du tout. Ça ne compile pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc là c'est une conséquence indirecte de ceci. C'est qu'en fait, en activant ceci, le littéral que l'on a tapé ici, eh bien, il y a une ambiguïté sur ce que ça peut être, parce que tout HTML accepte aussi bien les chaînes de caractères classiques, en string, du texte. Et Overloaded Strings vous permet de convertir cette littérale aussi en texte. Donc là, il est confus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire ce littéral dans une expression à part et la typer. Et on va prendre l'habitude, parce que c'est du texte avec peut-être des caractères bizarres, de le faire en texte et non pas en string. Donc en faisant ça, on lève l'ambiguïté sur le type ici. On profite toujours de overloaded strings pour convertir ce littéral en texte. Hein. C'est pas un texte type, c'est pas une valeur de type texte naturellement. Et comme on a référencé ce type, on va aller l'importer pour qu'il sache de quoi on parle. Voilà, donc là on est content. On refait notre petite danse. On va vérifier que ça marche encore pour le cas où on a des vidéos. Donc là ça marche. Et si on le fait avec cette fois-ci une liste vide, on a bien une chaîne de caractères dans un paragraphe. Et donc ceci va conclure je pense la session de ce soir. Je vais indexer gentiment et si vous avez des questions, on va prendre un peu de temps pour y répondre peut-être. On a fait du HTML, on n'est pas encore en train de le servir sur Internet. Il nous manque l'étape qui consiste à démarrer un serveur web qui écoute sur un port TCP, par exemple 8080, et qui va utiliser la routine de liste comme j'ai fait dans l'interpréteur, et qui va le renvoyer sur une route, en l'occurrence par exemple videos ou index.html. Donc je vais indexer gentiment nos modifications. Donc on avait un nouveau paquet blaze.html, un nouveau module server.hs. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une fonction server, une fonction page, server n'étant pas implémenté, page étant pour une liste de vidéos un HTML. Et pour l'instant, c'est un templating assez simple. On pourrait, avec un tout petit peu de CSS, produire un résultat qui serait presque présentable sans trop d'efforts. Je vais préparer ma branche pour envoyer une pull request. Donc soit je vous ai tous endormis, soit vous êtes tous partis regarder la vidéo de la Falcon Heavy en boucle, soit vous avez tout compris, vous n'avez pas de questions. Je vais retenir cette troisième hypothèse, qui est plus flatteuse. Hop, 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 hop. Non, c'est pas là que je voulais aller. C'est là. Et normalement, il devrait...
Voilà. Donc comme d'habitude, on en profite pour se faire un petit auto de review en sortant du contexte de développement, qui est mon éditeur de texte, qui est mon guide en ligne de commande, pour espérer attraper avec un regard un tout petit peu différent, un petit peu neuf, des choses évidentes, ce qui épargnera un effort à quelqu'un de tiers qui doit se poser plein de questions au passage. Donc ce que je fais quand je fais cette review là très rapide, c'est que je regarde des histoires de nommage, je regarde des choses absurdes comme du code qui n'a rien à faire là, comme du code qui est pas nommé, qui est pas au bon endroit, ce genre de choses. Euh, Comme des typos, comme voilà, ce genre de choses qui sont sans grand intérêt, mais qu'il faut attraper avant que ça parte en prod, tant qu'à faire. Alors, typiquement, si j'étais sérieux, je ne mettrais pas cette fonction serveur qui ne sert strictement à rien, donc on va l'enlever. Ça choque hein, pour sans raison. Et je dirais aussi que list item n'est pas un très bon nom, donc on va aller corriger ça. D'ailleurs, je devrais mettre ça dans un autre module. Hein. Ce module n'est pas très judicieux. On va dire templating par exemple. C'est pas très inspiré, mais c'est toujours mieux que server.hs. Voilà, commit la diff et après on fait ce renommage parce que sinon Git il est un peu chagrin pour pas grand chose. Hop, 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 est-ce que ça compile encore? Question qu'on se pose en permanence. Ça a compilé. Ok. Ouais, je vais mettre à jour la branche. Et on va refaire une dernière passe. Et puis si vous n'avez pas de questions, ben, on va s'arrêter là pour ce soir. This page is out of date. Sure. Ok, dernier petit passage. Donc base HTML. Là, on avait rajouté du query. On avait renommé ça. Là, on avait factorisé ce code-là. Rajouté une instance de from row parce qu'on avait besoin de lire ces tags depuis l'enquête SQL. On avait renommé ça pour éviter les collisions. Donc là, c'est la suite du refactoring. Enfin non, c'est l'implémentation de list tags qui était manquante, qui se fait de façon triviale en faisant un select. Ce code-là pourrait être factorisé, je pense aussi. Hein. Et on avait implémenté list tags for videos, qui est une variante de list tags avec un paramètre en plus, cette vidéo, qui va intervenir cette fois comme une query, un paramètre de requête, une where clause. Et donc qui dit where clause dit paramètre en plus, d'où l'utilisation de query sans underscore qui accepte ce paramètre en plus. Et comme ce paramètre est un seul paramètre et non pas un tuple, et que l'on ne veut pas que ce soit une liste, eh bien il faut l'envelopper dans ce only qui nous permet de lever l'ambiguïté sur son contenu. Catch, select, error, SQL error et underResult error, ce sont les fonctions que l'on a factorisées. Donc rien de nouveau. Et après le templating, donc on a écrit une fonction page qui pour une liste de vidéos vous produit du HTML dans ce markup text blaze HTML5. Et c'est un markup, enfin c'est du templating qui était
pour l'instant minimaliste, avec simplement un body qui contient une liste énumérée ou un paragraphe dans le cas où la liste de vidéos est vide. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Allez, dernier call pour les questions. Et puis si personne ne se manifeste, je vais couper. Bon, eh ben tant mieux. Semaine prochaine, on va brancher tout ça et donc conclure cette petite arc SQL avec une page sur Internet. Et puis on en profitera pour mettre ça sur un domaine, un petit nom de domaine qui va bien. Ça nous fera une petite étape, un petit jalon intéressant pour cette série de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Salut!